Bonjour, vous allez bien? Bonjour Frédéric, ça va et vous? Ouais, très bien. Vous pouvez vous présenter et puis expliquer pourquoi vous êtes auteur? Alors donc moi je m'appelle Frédéric Mesmin, j'ai 46 ans. Dans la vraie vie, on va dire, je suis militaire de l'armée de l'air et de l'espace. Et je suis auteur de romans policiers depuis 2 ans à peu près. J'ai écrit mon premier roman, enfin il a été publié le 26 avril 2021 et le deuxième le 10 décembre de la même année. Et en fait, c'est une passion que j'ai depuis longtemps, mais je n'ai pas forcément eu l'opportunité ni le temps de me mettre à l'écriture de romans avant. Mais sinon, j'ai toujours écrit dans un autre cadre parce que je suis aussi musicien amateur. Et donc, j'ai l'habitude d'écrire des textes, des chansons. Et puis, j'ai toujours eu des correspondances écrites avec des membres de ma famille. Donc, l'écriture, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, mais pas sous ce format-là. D'accord. Vous avez écrit deux romans, ADN et Et ADN, le fantôme d'Agathe. oui, Le fantôme d'Agathe. Et enfin, vous expliquez que vous écrivez des textes pour la musique ou des textes pour dans le cadre de la correspondance, mais vous êtes passé au stade de l'écriture de romans. Donc pourquoi C'est et qu'est-ce ça. qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Ce qui s'est passé, c'est que je suis un grand lecteur, donc je suis toujours en train de lire quelque chose. Juste avant cette interview, j'étais en train de lire un magazine. Donc en fait, pour moi, peu importe le support, mais j'ai toujours quelque chose dans les mains à lire, que ce soit des bandes dessinées, des romans ou autres. Et en fait, donc c'est quelque chose que je voulais essayer. J'aime bien les défis et puis tenter une nouvelle aventure. Ça faisait des années que je voulais le faire. Et en fait, c'est un ensemble de circonstances qui ont fait que je me suis lancé. Et entre autres, le premier confinement qui était fin 2020. Donc en fait, je me suis retrouvé pendant les fêtes de 2020 à avoir pas mal de temps. Et certaines personnes de mes proches m'ont dit que c'était le bon moment, m'ont encouragé à le faire. J'avais déjà mon histoire depuis des années parce que c'était vraiment un projet que j'avais qui me tenait à cœur, mais je me voyais le faire peut-être plus tard, peut-être à la retraite. Enfin, je ne sais pas. Et là, j'ai eu l'opportunité de le faire. Et donc, j'ai écrit mon manuscrit assez rapidement d'ailleurs, en 3 semaines pour le premier, parce que, comme je disais, j'avais déjà mon histoire en tête depuis des années. Donc, une fois que je me suis décidé de l'écrire et de me mettre devant mon ordinateur, il m'a juste fallu 3 semaines pour le dérouler et 4 semaines pour le suivre. Donc, j'ai ensuite envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition et elles ont toutes voulu le publier. Donc, je me suis dit qu'il y avait matière à faire. Et depuis, l'aventure continue. D'accord. Vous pouvez un peu expliquer l'intrigue de votre premier roman et on en parlera du deuxième après. Ouais. Donc, le premier, le voici. Donc, ça s'appelle ADN. Donc, c'est une série policière que je compte écrire sur sur le modèle d'une série télévisée. Donc, c'est-à-dire que le nom de la série va s'appeler ADN. Ce livre-là, il est éponyme parce que c'est le tout premier de la série. Et chaque, en fait, épisode, on va dire, chaque roman aura le titre ADN et ensuite un sous-titre dessous. Voilà. Donc, mon héros principal, il s'appelle Quentin Morvan. C'est un officier de gendarmerie, mais qui a une particularité, il est de l'IRCGN. Donc, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui se situe à Cergy-Pontoise, en région parisienne. Et en fait, ce sont qu'on appelle des experts, en fait. Ils s'appellent d'ailleurs comme ça entre eux par rapport aux séries policières du même nom. Donc, j'ai voulu déjà changer par rapport au polar habituel où c'est souvent un policier, en fait, qui est le héros. Là, je voulais que ce soit un gendarme parce que en France, on a des zones gendarmerie, des zones police, comme tout le monde le sait, mais souvent, j'ai envie de dire par facilité, dans les ouvrages, ce sont souvent des policiers. Donc, j'ai voulu créer une sorte de super gendarme parce que il y a une part de fiction. L'IRCGN, en vrai, ce sont des scientifiques, ce ne sont pas forcément des enquêteurs de terrain, mais bon, voilà, ça reste une fiction. Donc, j'ai créé ce personnage-là, Quentin Morvan. Et donc, l'histoire du premier, se situe en partie dans la région où je vis depuis 2006, c'est-à-dire la Haute-Marne, en particulier à Saint-Dizier. Et en fait, ce qu'on voit sur la couverture, ce sont deux pêcheurs qui sont sur le lac du Der, donc qui se trouvent à cheval sur la Marne et la Haute-Marne, qui est le plus grand lac artificiel de France. On voit à l'arrière l'église de Champaubert, qui est le symbole du lac du Der. Et en fait, ça situe la première scène, où deux pêcheurs sont sur le lac du Der et voient remonter du fond ce qui pense être au début un gros poisson. Il s'avérera que ça sera un corps atrocement mutilé. Donc, l'IRCGN va envoyer Quentin Morvan, l'enquêteur,
à Saint-Dizier pour enquêter sur cette nouvelle affaire parce qu'il travaillait déjà sur une affaire similaire de corps mutilés en région parisienne. Donc, il vient à Saint-Dizier faire ses premières investigations et ensuite, il s'avérera qu'il y aura d'autres meurtres. Et pour expliquer l'histoire, je la situe chronologiquement juste après les prochaines élections présidentielles, celles qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Et j'ai amené au pouvoir l'équivalent de Marine Le Pen, on va dire. Et donc, ça a créé des troubles dans le pays, il y a eu des manifestations, enfin voilà. Et donc, la gendarmerie n'a pas forcément très bonne presse auprès du grand public. Et les hautes instances de la gendarmerie veulent profiter de cette affaire pour mettre en lumière le travail d'une de leurs unités d'élite. Et donc, ils trouvent l'idée de mettre dans les pattes de l'enquêteur Agathe Meunier, qui est une journaliste d'investigation, star du petit écran, qui présente une émission qui s'appelle L'assassin est parmi nous, un petit peu comme Faites entrer l'accusé. Enfin voilà, c'est vraiment une star de la télé. Et la gendarmerie se dit qu'en mettant en valeur leur travail, ça va redorer leur blason. Et Agathe Meunier, la journaliste, elle voit l'opportunité de faire des enquêtes immersives, d'être sur le terrain, et en gros, comme toute bonne journaliste, de faire de l'audience, de l'audimat, de faire son métier du mieux qu'elle peut. Et donc, je crée un duo improbable entre deux personnages. L'un qui représente la loi, l'ordre très rigoureux, et l'autre qui est plus dans on va dire au début, dans le paraître et le travail journalistique, la télévision, les médias. Donc vraiment deux personnes totalement opposées vont être obligées de travailler ensemble. Et donc ça va créer un duo très intéressant. Et ensuite, sans spoiler l'histoire, il va y avoir pas mal de retournements. Et en fait, ils vont être tous les deux à travailler sur ce qui semble être la traque d'un tueur en série. Donc voilà. Et la particularité de ce roman et des autres que j'écrirai, c'est qu'à chaque fois, ce sont des lieux que je connais très bien. Je pense que beaucoup d'auteurs font ça aussi. Donc, des endroits qui me tiennent à cœur, où je vis, où j'ai vécu. Et pareil pour les personnages. Tous les personnages sont inspirés de proches à moi. Alors, pas dans le sens que je connaisse des assassins, mais des fois, c'est juste par rapport au prénom, par rapport au métier, à la situation, certaines caractéristiques dont les gens qui me connaissent et qui sont dedans se reconnaissent, et pour les autres, c'est transparent. Mais je me suis beaucoup amusé à le faire. En fait, le livre, c'est une déclaration d'amour que je fais entre moi, les régions que j'ai connues et les gens qui ont, à un moment, partagé ma vie ou qui la partagent encore. D'accord, ok. Le deuxième livre, qui est Le fantôme d'Agathe, c'est le deuxième tome, c'est la suite, c'est parce que je comprends que Agathe fait partie du premier ouvrage. Oui. Donc c'est pour ça que je ne peux pas trop spoiler le premier. Ouais. Alors le deuxième, le voici. Donc comme je disais, il est sorti 6 mois après le premier en fait, parce que j'écris les deux dans la foulée. J'ai laissé du temps pour ADN, le premier tome, de vivre, de découvrir ses lecteurs, que les lecteurs le découvrent. Et j'ai sorti 6 mois après, il était fabriqué, il est sorti pratiquement un an après. Donc voilà, donc ADN, le fantôme d'Agathe. Donc oui, c'est Agathe du premier. Donc en fait, il commence où se termine le premier. Après, le fantôme, il faut voir ça de manière suggestive. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un fantôme avec un drap blanc et des trous pour les yeux dedans. Voilà, il faut vraiment découvrir le livre. Par contre, la différence, donc oui, il commence où se termine le premier, pardon. Et il propose une fin alternative au premier. C'est-à-dire que si on lit juste le premier, comme je disais tout à l'heure, comme un épisode de série télé, si on s'arrête au premier épisode, il y a une fin. Si on lit le deuxième épisode, ça peut peut-être prolonger l'histoire du premier et faire une fin alternative. Voilà, c'est le concept que je veux développer. Il y aura peut-être dans les suivants des flashbacks, des choses comme ça. Voilà. Il y aura toujours des personnages récurrents et des nouveaux personnages. Donc celui-ci, le fantôme d'Agathe, se situe dans une autre région. Il se passe dans le Périgord blanc, parce que moi je suis périgourdin, je suis né à Périgueux. Et donc l'histoire se passe à Coulommiers-Chanier, c'est un petit village qui est juste en bordure de Périgueux. Et l'histoire de celui-ci, ça commence avec une femme qui assassine son mari sous les yeux d'Alexandro, leur fils autiste. Voilà. Donc ça c'est la trame policière de l'histoire. Et en fait, ça commence avec Quentin qui est assez traumatisé par l'histoire du premier livre, parce que voilà, il faut le lire pour comprendre, mais ça l'aura beaucoup marqué. Donc il a beaucoup de mal à se remettre de sa première enquête. Et donc
pour remonter la pente, on lui confie assez rapidement une nouvelle enquête et il sera aidé par Caroline, qui est une belle et brillante psychologue, donc qui va se rapprocher de lui et qui va l'aider de bien des manières à remonter la pente et à travailler sur cette nouvelle enquête et sur les futurs, parce que Caroline sera un personnage récurrent. Et donc Quentin va rencontrer Alexandros, donc cet adolescent autiste qui a vu sa mère assassiner son père sous ses yeux. Donc ça, c'est la trame de fond. Et la particularité commune aux deux romans, c'est que l'enquête policière sert de toile de fond, de fil rouge, mais je traite à chaque fois en parallèle des sujets sociétaux, certaines thématiques. Par exemple, dans le deuxième, comme je disais, l'autisme, les violences conjugales. Dans le premier, la justice, la manière dont les médias traitent les faits divers. Il y a un petit côté nature aussi. Donc, il y a différentes thématiques qui me tiennent à cœur. Du fait qu'elles me concernent ou pas, mais en tout cas qui me sensibilisent, auxquelles je suis sensibilisé. Donc voilà, pour moi, c'est assez important de pas juste me focaliser sur une enquête policière, mais de traiter différents sujets. Voilà, c'est mon style et c'est mon univers. Voilà. Ok. On voit bien la présence de. Enfin, je vous croyais à la retraite de votre métier de militaire. Je me suis dit, il était militaire et il est passé à notre métier. Et vous êtes toujours militaire, pardon. Et on voit bien la présence de votre métier dans vos écrits, à ce que je comprends, avec un chargé d'enquête qui est militaire, qui est gendarme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité? Oui, forcément, pardon, mais alors, absolument. Oui, absolument. En fait, donc je ne suis pas retraité. Je pourrais l'être, mais je ne le suis pas, donc je suis toujours d'active. Et l'écriture, c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre. Donc le soir, les week-ends, quand je suis en vacances, enfin comme tout le monde. Donc non, j'ai toujours mon activité principale, parce que comme vous le savez et comme beaucoup d'auteurs savent, c'est très difficile de vivre de la littérature ou des métiers artistiques en général. Comme je disais, je suis aussi musicien, je fais des concerts, j'ai déjà sorti un album. Je n'en vis pas. Il y a une infime partie des gens qui ont ce genre d'activité qui peuvent se permettre de n'en avoir aucune autre. Donc oui, j'ai toujours mon métier. Et donc effectivement, sur la première couverture, on voit 2 avions qui passent. Donc ce sont 2 Rafales, en fait, parce que j'habite à Saint-Dizier. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, il y en a un qui vient de décoller. Il y a la base aérienne 113 à laquelle j'appartiens, qui est la maison mère des Rafales. Et donc on les voit souvent passer au-dessus du lac d'Uder. Donc c'est un petit clin d'œil à mon métier. Et les gendarmes, absolument, sont aussi des militaires. Et moi, dans le cadre de mon travail, je travaille très souvent avec les gendarmes. J'ai beaucoup d'amis gendarmes. Et c'est aussi une manière à moi de leur rendre hommage par rapport à ça. Donc oui, c'est vrai, le côté militaire est très marqué chez moi, d'ailleurs. Et aussi pour ça que j'ai pas les cheveux longs. D'accord. À propos de vos livres, je comprends, vous en avez déjà un 3e qui est en phase d'écriture, ou dans votre tête? Ok. Uniquement là. En fait, comment je fonctionne, comme je disais pour le premier, j'avais l'histoire depuis des années, mais j'avais jamais rien écrit. Et en fait, là, je suis en train de mûrir le 3e. J'ai plusieurs pistes parce que je travaille sur plusieurs en même temps, on va dire. Donc, je le mûris dans ma tête, et une fois que j'ai mon début et ma fin, je me mets devant mon PC et je déroule, parce que j'ai une facilité d'écriture. Donc, c'est-à-dire que l'histoire, je l'écris en direct. Donc, pour le 2e, par exemple, j'ai fait des soirées à 40 pages. Voilà, je l'explique pas. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça quand ça me prend, ça me prend. Quand j'ai pas envie, je me force pas, parce que la page blanche, je pense que ça doit être très difficile à vivre, mais je l'ai jamais vécu, parce que si j'ai pas envie, je ne le fais pas, parce que je veux que ça reste un plaisir avant tout. Et de toute façon, un livre qui s'est écrit en ayant pris du plaisir, il se lit en prenant du plaisir. Et je pense que le lecteur, il voit très très bien si le livre a été écrit dans la douleur, s'il a été écrit d'une manière, réfléchie, spontanée. Tout ça, ça se ressent. Tous les auteurs sont lecteurs, et donc forcément, on voit bien si c'est un livre artificiel ou si c'est un livre spontané. Donc voilà. Donc le 3e, oui, pour l'instant, il gamberge là.
Et la chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai choisi en fait ADN en titre. C'est tout simplement parce que bon, c'est facile à retenir, c'est 3 lettres, hein. Mais c'est surtout qu'en fait, je suis fan de criminologie et qu'en criminologie, l'ADN, c'est ce qu'on appelle la preuve reine. Et dans l'esprit des gens, souvent quand on a l'ADN, ils pensent qu'on a la solution. Des fois, c'est vrai. Par exemple, l'affaire Nordal-Lelandais, il a été condamné suite à une goutte de sang qui a été retrouvée dans le coffre de sa voiture. On a retrouvé dedans l'ADN de la petite Maëlys. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment ce qui a pu prouver pas le fait qu'il ait assassiné, mais en tout cas le fait qu'il avait mis la gamine dans son coffre. Et donc, souvent, les gens, voilà, pensent on a l'ADN, on a la solution. Pas forcément. Des fois oui, des fois non. Et en fait, ça permet aussi de créer des situations improbables qui peuvent être très intéressantes. Je prends toujours l'exemple pour l'expliquer des jumeaux. Au niveau de la gémelléité, 2 jumeaux ou 2 jumelles ont 99,99% le même ADN. Donc, ça veut dire que si vous aimez pas votre jumeau ou votre jumelle, vous voulez le faire accuser, en fait, c'est assez simple, quoi. Donc, on arrivera au bout d'un moment à savoir qui a fait quoi. Mais voilà, ça peut créer des situations improbables et plutôt sympathiques en termes de romance et de suspense. Enfin, voilà. Ouais, je comprends. Voilà pourquoi ADN. Ok. Bah oui, mais c'est super en fait. J'aime beaucoup la manière dont vous présentez les choses et ça donne très envie en fait. Alors, vous êtes très intéressant, oui, effectivement, ça donne très envie de lire. Dernière question avant de passer à la deuxième partie que je pose à tous les auteurs, mais je connais déjà un peu la réponse à la question, pardon. C'est quel est votre plus grand souhait pour ces livres? Qu'est-ce que vous imaginez pour eux? Mon plus grand souhait? Ouais. Alors, déjà qu'ils apportent autant de plaisir aux gens qui vont le lire que moi j'en ai eu à les écrire. Donc pour moi c'est vraiment, comme je dis, c'est pas une démarche mercantile. C'est-à-dire que je les vends, c'est sûr que j'en offre, je peux pas tous les offrir, donc je les vends aussi, mais c'est pas quelque chose qui me fait vivre. Mais c'est sûr que comme tout auteur, si je pouvais en vivre, ça serait le rêve idéal. Et puis, je me dis qu'une adaptation télé, ça pourrait être sympa, mais bon, gardons les pieds sur terre. Il y a une infime chance pour que ça arrive. Mais oui, pour répondre à la question, ouais, ça serait un rêve. Mais déjà, ce que je fais, c'est que je demande à chaque fois aux lecteurs qui me font l'honneur d'acheter mes livres, de m'envoyer une petite photo du livre ou des livres, avec eux ou pas s'ils ne souhaitent pas apparaître, et en fait qui représentent leur personnalité et leur région d'appartenance. Et ensuite, moi, je publie ça sur mes réseaux sociaux. Pourquoi? Pour faire vivre, mon actualité, mais aussi pour partager ça avec d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par mes livres, mais aussi pour les faire voyager. Par exemple, j'ai des photos de ADN à Tahiti. J'ai des photos d'ADN en Nouvelle-Calédonie. Mais aussi plus près de chez moi, à Bar-le-Duc, à Chaumont, à Périgueux. Donc en fait, voilà, c'est ça surtout moi qui me plaît. Et donc partager cette passion, faire découvrir mes écrits au maximum de personnes, toujours voilà sans l'idée mercantile derrière, même si faut bien les vendre et puis sinon ça me coûte aussi. On a tous ce problème-là, mais c'est pas la première motivation. Et donc créer un univers et qui puisse intéresser les gens. Et il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque très judicieuse il y a pas longtemps qui m'a beaucoup touché parce que j'aime bien les retours d'écriture, de lecture, mais aussi bien positives que négatives. C'est-à-dire que quand c'est positif, on vous dit ouais le livre il est génial, c'est bien, mais ça m'encourage, mais ça m'aide pas forcément à travailler derrière, à avancer. Si on me dit ouais c'est nul, c'est pareil, c'est pas concret, voilà, c'est subjectif. Mais si on me dit j'ai aimé ça parce que je n'ai pas aimé ça parce que ça c'est la cerise sur le gâteau. Et il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a expliqué comment lui avait compris, lu et décortiqué mes livres. Et j'étais passez-moi l'expression, j'étais sur le cul parce que je me suis rendu compte que lui avait une vision totalement différente de la mienne. Et là, il m'a dit, c'est parce que tes personnages commencent à t'échapper et ils appartiennent au lecteur. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait parce que ça veut dire que les gens s'attachent aux personnages fictionnels que j'ai créés et ont envie de passer du temps avec. Donc, il y a des gens
il y a déjà des gens qui ont les deux qui me pressent pour avoir le troisième. Ce qu'ont beaucoup aimé dans le premier, c'est le duo entre les deux personnages et aussi bien le héros Quentin que la journaliste Agathe, qui pour moi est la vraie héroïne des deux premiers romans. Et donc c'est quelque chose qui vraiment me fait chaud au cœur. Et puis voilà, je voulais dire autre chose, mais je sais plus sur ce que je voudrais. Non, mais c'est déjà agréable en fait. Vous en parlez superbement bien et on sent vraiment. Je suis passionné. Voilà, c'est ça, merci. On sent. Et j'ai une petite anecdote à propos des lecteurs. En fait, voilà, ça crée une communauté de lecteurs autour de ça. Donc, comme je disais, le deuxième, l'histoire se passe à Coulommiers-Chanier, dans la banlieue de Périgueux, mais particulièrement dans la maison de mes grands-parents paternels, dans laquelle j'ai vécu. Et donc, j'ai une lectrice qui habite à Périgueux, qui m'avait déjà fait une photo du premier à Périgueux devant la cathédrale Saint-Front. Et pour le deuxième, elle me disait, mais qu'est-ce que je peux vous faire comme photo originale? Je lui ai dit, j'ai une idée, je sais pas si vous oserez le faire. Et en fait, je lui ai demandé si elle pouvait aller faire une photo d'elle avec le deuxième livre devant cette fameuse maison. Et elle est allée le faire et elle est toquée. Elle a rencontré un oncle et une tante qui maintenant vivent dans cette maison parce que mes grands-parents sont décédés depuis longtemps. Et elle m'a fait une photo du fantôme d'Agathe devant la maison qui se trouve dans l'histoire du fantôme d'Agathe. Et ça, j'ai trouvé, Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ça me dit quelque chose. Voilà, c'est merveilleux. Il y a aussi même quelqu'un qui a fait un tableau de cette maison-là. Bon, c'est quelqu'un de ma famille aussi, mais qui m'a envoyé la photo du livre devant le tableau représentant la maison qui est dans le livre. Et ça, en fait, c'est des trucs. Quand j'ai écrit les livres, j'avais pas forcément pensé à tout ça. Mais c'est génial parce que déjà, c'est sympa. Je pense que vous avez vu, je reçois des photos qui sont magnifiques. Et en plus, les lecteurs et les lectrices jouent le jeu. Et ils prennent du plaisir. Et voilà. Et donc, pour répondre à la question initiale, qu'est-ce que j'attends de plus? Ouais, c'est surtout ça. C'est donner de la joie, du plaisir. Et en fait, moi, ça me revient puissance 1000. Et je suis souvent, je le montre pas, mais je suis souvent très ému quand je reçois les photos des gens. Parce que je sais que ça leur a pas coûté, c'est pas le terme, mais qu'ils ont fait une démarche. Voilà. Ils sont allés, ils ont compris ce que je demandais. Ils ont accepté, ils ont joué le jeu et souvent ils ont même fait beaucoup plus que ce que j'ai demandé parce que voilà, ça leur plaît, c'est un échange, Donc voilà. Et par rapport à ça, je fais aussi des envois dédicacés. Donc il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices qui me contactent directement parce que j'essaie de rester disponible, accessible. Donc on peut me joindre sur Messenger, comme on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Et donc je fais des envois moi personnalisés avec là où les dédicaces donc des deux livres et en plus j'envoie des petits goodies avec. Donc j'ai des marque-pages personnalisés, il y a des petites cartes, enfin voilà. En plus du réseau normal de vente. Ok. Merci beaucoup. On peut passer à la deuxième partie de l'interview. Vous avez encore quelque chose à ajouter concernant vos livres? Ça dépend de quoi, sur quoi est axée la deuxième partie. C'est plutôt des questions d'ordre sur votre pratique de lecture. Enfin, des petites questions sur les livres, sur ce que vous lisez, ouais. D'accord. En fait, ça s'appelle Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Et c'est des petites questions qu'il faut répondre très rapidement, tout simplement. Ok. On passe donc à la deuxième partie. Je voulais juste préciser par rapport à la deuxième partie de l'interview que c'est une activité de lecture, autour du livre, qui est issue d'un livre qui a été écrit par Philippe Brasseur, qui s'appelle Une activité autour du livre et qui a été publié chez Casterman en 2013. Enfin, réédité en 2013. Donc, c'est des questions et il suffit simplement d'y répondre rapidement. Donc, je vais essayer. Merci. Si la lecture était un sport, lequel seriez-vous? Je dirais la natation. Parce que c'est très très long et c'est très très difficile de progresser, de changer de style. C'est-à-dire que en lecture, souvent on est focalisé sur un style, je dirais comme en musique, et c'est très difficile de passer à une autre discipline. En natation, c'est pareil, si vous êtes bon en brasse, c'est très difficile de devenir bon en crawl. Par contre, ça peut vous donner envie d'essayer, et c'est très compliqué, et en fait, il faut être très patient. Voilà.
faut être très patient parce que lire un livre, ça se fait pas en 5 minutes. Donc voilà, je dirais la natation. Si vous étiez à un endroit où il fait bon lire, lequel seriez-vous? Oh, mon jardin. Mais quand il fait beau, parce que je trouve très agréable de lire dehors, d'entendre en même temps les oiseaux, les bruits environnants, mais il faut qu'il fasse beau, sinon c'est un calvaire. Et je dirais, ouais, dans mon jardin. Ok. Si vous étiez une histoire, laquelle seriez-vous? Un conte, un conte, un album. Un style d'histoire. Non, une histoire. Enfin, oui, ou un style d'histoire, peu importe. Pas un titre particulier. Non, je pense pas. Non, pas tout de suite. D'accord. Un style d'histoire. Moi, je dirais un roman psychologique. Ok. Un roman psychologique parce que voilà, la psychologie est très importante pour moi. J'aime beaucoup tout ce qui est anthropologie, tout ça, étudier les gens, le comportement des gens, tout ça. Puis tout le monde a plusieurs facettes. On n'est qu'une personne, mais souvent dans la tête il y en a plusieurs. Donc ouais, un roman psychologique. Si vous étiez un pro du livre, un acteur du livre, un auteur, un éditeur, un illustrateur, un traducteur, etc., lequel seriez-vous? Margins Clark. Ok. Ouais, je dis pourquoi, hein, c'est pas parce que je me compare à elle, hein, c'est pas ça. C'est parce que c'est elle qui m'a fait aimer le genre. En fait, le livre qui m'a vraiment donné le truc, c'est La clinique du Docteur H. Que j'ai découvert lors de mes années estudiantines au collège, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'ai j'ai été estomaqué dans le sens, c'est plus ou moins comme ça que j'ai découvert la fiction et le fait qu'on peut créer son univers. Et Mary Higgins Clark, bon, maintenant elle est décédée, mais elle continue d'écrire, elle est très forte. Elle fait comme Michael Jackson qui continue de sortir des disques. Je me suis rendu compte qu'on pouvait créer son propre univers fictionnel et puis voilà, inventer des histoires. Et bon, elle est très forte. Elle est très forte pour ça. Donc ouais, La clinique du Docteur H. Ok. Si vous étiez un livre à emporter sur une île déserte, lequel seriez-vous? Les Dents de la Mer. Pourquoi? Ouais. Alors, de Peter Benchley. Pourquoi? Parce que si on est sur une île, faut pas oublier qu'on est entouré d'eau et que dans l'eau, il y a des requins. Donc, ne pas se barrer tout de suite sur un coup de tête à vouloir traverser parce que voilà. Donc, les Dents de la Mer, ça rappelle que la mer, c'est un environnement hostile et qu'on est bien sur l'île. Vaut mieux rester sur l'île. Ouais. Voilà. C'est le discours du militaire. Ah oui, c'est comme ça. C'est carré. Et dernière question, si vous étiez une bande dessinée, laquelle seriez-vous? Voilà. Alors ça, c'est une question piège parce que je suis un gros fan de bande dessinée, donc il y en a beaucoup que j'aime. Mais je vais quand même citer. Je peux pas citer une bande dessinée parce que c'est pareil, ce sont des épisodes. C'est comme si je disais Boulet Bill. Boulet Bill, c'est une série, mais ou Gaston Lagaffe. J'adore Gaston Lagaffe, mais je vais citer le dessinateur qui me fait le plus marrer, c'est Edika. Donc Edika, et je vais expliquer pourquoi après. Edika, c'est un dessinateur qui travaille beaucoup pour Fluide Glacial. Donc c'est des bandes dessinées plutôt adultes, on va dire. Et un de ses personnages dedans c'est un chat qui s'appelle Clarky, en rapport avec Clark Gable. Le vrai nom du chat, c'est Clark Gable, tout le monde l'appelle Clarky. Et j'ai repris le nom de ce chat pour le chat de mon personnage Quentin Morvan dedans. Donc je l'explique un petit peu dedans. Donc voilà. Ok. Donc Edika. Bon, voilà, nous avons terminé l'interview et puis à très bientôt.